Je vous présente nos deux intervenants du jour pour un regard croisé. Donc on a Groud Saint-Martin, qui est directrice programme offshore chez RTE, donc notre gestionnaire réseau de transport électricité que tout le monde connaît, et Brice Cousin, qui est directeur développement offshore chez WPD, mais qui est surtout en l'occurrence ici au titre de pilote du groupe de travail planification de l'éolien en mer de France Énergie Éolienne, qui regroupe évidemment l'ensemble des adhérents actifs et proactifs sur le développement offshore à plus long terme. Évidemment, je ne reviendrai pas dans le détail sur les projets qui sont en cours de construction et ceux qui sont sur le point de s'engager dans cette voie. On a un moment retour sur expérience sur lequel on reviendra. Mais on va ici surtout se projeter à 2050, la neutralité carbone, les fameuses 50 gigawatts à horizon 2050. Alors, est-ce que c'est seulement un chiffre marketing que Fay a eu la bonne idée de retenir pour l'offshore? Non, pas seulement. On y a pensé, mais c'est un peu plus que ça. Tout est parti aussi du rapport de Wind Europe sur les 300 gigawatts d'offshore à horizon 2050, avec une part française qui était estimée autour de 47 gigawatts. Alors nous, ça nous a donné des idées, avec Yara Chaktoura, notamment vice-président de la commission offshore, de travailler à la déclinaison de ces 47 ou ces 50 gigawatts pour voir, dans un contexte français, si c'était vraiment possible, dans quelles conditions, et être force de proposition par rapport aux décideurs et à la future mandature, notamment, qui aura à s'engager dans certaines trajectoires. Je laisserai Brice peut-être revenir un peu dans le détail des travaux et ensuite passer la parole à Grou sur le fameux rapport de RTE. Alors, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas, et pour mettre Grou à l'aise, on n'aura pas de scoop sur la partie éolien en mer. On aura du teasing, j'en doute pas, mais il faudra attendre 2 semaines pour avoir les détails sur les coûts complets de l'énergie, les matériaux, l'espace, etc., etc. Donc je passe la parole à Brice pour nous recontextualiser les travaux de France Énergie Éolienne qui seront eux aussi détaillés première quinzaine de novembre après le rapport de RTE et que vous aurez le plaisir ensuite de discuter et de diffuser auprès de vos interlocuteurs. Brice. Merci Mathieu. Pour compléter cette introduction, tout d'abord rappeler pour ceux dans la salle qui connaissent moins l'éolien en mer que toutes les têtes connues que je vois ici, que l'éolien en mer aujourd'hui en Europe, c'est 5400 éoliennes installées. Le premier parc éolien en mer installé en 1991, 30 ans de retour d'expérience. Ce parc éolien en mer a été démantelé. Donc aujourd'hui, le retour d'expérience de l'éolien en mer va du développement jusqu'au démantèlement. Et ça, c'est un point important à avoir en tête. 12 pays européens qui développent l'éolien en mer. Et aujourd'hui en France, une seule éolienne, un prototype Floatgen sur le site du SEMREV. Au-delà du rapport de Wind Europe sur les prospectives 2050, qui donne une large place au potentiel français, nous avons ce contexte sur l'éolien en mer avec des programmations dans le temps qui ne cessent de retarder la mise en œuvre de l'éolien en mer. On peut remonter, si on fait un peu d'histoire, en 2005, avec la première PPI qui évoquait l'éolien en mer, avec 4 gigawatts d'installés à l'horizon 2015. Ensuite, en 2009, 6 gigawatts installés en 2020. Et si on regarde finalement ces objectifs, qu'on les ramène à la puissance de la machine, l'objectif à chaque fois était d'installer 1200 éoliennes. En 2005, 1200 éoliennes de 3 mégawatts. En 2009, 1200 éoliennes de 5 mégawatts. On avait ces objectifs d'installer rapidement 1200 éoliennes. Alors, ces programmations, elles ont évolué. Aujourd'hui, on a une PPE en cours avec, si on fait la somme des projets qu'on vise, mise en service à l'horizon 2030, 7,7 gigawatts. Donc, on est toujours sur ce ratio, finalement, de viser 1000 éoliennes installées, 1200 éoliennes. Mais on voit que le temps ne cesse, finalement, de se repousser. 2015, 2020, 2030 aujourd'hui. Et il faut aujourd'hui qu'on planifie, non pas dans le temps, mais également dans l'espace,
pour réussir à tenir un objectif très ambitieux. La planification dans l'espace, on y a cru avec la filière, avec l'élaboration des DSF, ces documents stratégiques de façade qui devaient finalement donner une place à chacun des acteurs du monde maritime sur les façades maritimes. Et on espérait dans cet exercice voir l'éolien en mer trouver sa place finalement sur les façades. Et malheureusement, la conclusion de ces travaux, ça a été finalement de définir des grandes zones à vocation, où la vocation éolien en mer apparaissait parfois, mais finalement ça a plus conduit à exclure certaines zones et non pas indiquer où on allait faire l'éolien en mer précisément. Et aujourd'hui, on a un besoin de réconcilier finalement la planification dans le temps et la planification dans l'espace. On ne pourra pas atteindre 50 gigawatts si on n'a pas réfléchi au global sur les façades maritimes. Et c'est un des points essentiels pour atteindre ces 50 gigawatts. Le dernier point, évidemment, qui nous a conduit à planifier, c'est le lancement par RTE de ces travaux prospectifs 2050. Et on souhaitait qu'à l'horizon de la publication de ce rapport, puisse également produire notre vision de ce que pourrait être la place de l'éolien en mer dans le mix électrique en 2050. Et sur ces travaux, on a eu une double approche, une approche cartographique sur les façades maritimes, et une approche aussi sur le mix électrique en se basant sur les anciens rapports prospectifs de RTE, voir comment ils projetaient le mix électrique en 2050, pour ensuite nous voir si l'éolien en mer avait sa place dans les différents scénarios. Et aujourd'hui, on estime que ces 50 gigawatts pourraient représenter 25% du mix électrique, être un des piliers de notre transition énergétique, et il a toute sa place malgré... en conservant également les filières, une large place aux filières terrestres, au solaire, et il a également sa place dans des scénarios de mix électrique où le nucléaire est également poursuivi par l'État français. Donc voilà en termes de contexte ce qui nous a conduit à lancer ces travaux et qui seront publiés, je crois, courant novembre. C'est ça. Merci beaucoup, Brice. Effectivement, la transition est toute faite. Alors les 50 gigawatts, c'est un chiffre qui se situe entre 22 et 62 gigawatts. Alors je passe la parole, je n'ai pas fait de formation scientifique, mais ça va, je gère. Je passe la parole à Groupe pour nous expliquer pourquoi finalement une telle échelle. De toute façon, ça requiert de multiplier forcément la puissance par rapport à aujourd'hui. Juste pour resituer, lors de la précédente PPE, les parties prenantes nous regardaient avec des yeux vraiment très ronds quand on leur disait qu'on ferait 21 gigawatts en France, au large de nos côtes. Et finalement, ils ne savaient pas encore que les 22-21 gigawatts, c'était la fourchette basse. Et Grou va nous en dire un peu plus par rapport à ces travaux prospectifs de RTE, auxquels, bien sûr, on a participé. Effectivement, vous avez largement participé. Donc, de quoi on parle? Futur énergétique 2050. C'est un gros travail réalisé par RTE depuis maintenant à peu près 2 ans. C'est 150 réunions, c'est 4000 contributions externes de toutes parts, des citoyens, des représentants d'ONG, de la filière, des institutions publiques, etc. Ça nous a conduit, dans un premier temps, à publier les scénarios. Donc 6 scénarios pour atteindre la neutralité carbone. Parce que c'est ça le point de départ, c'est comment le système électrique français peut évoluer vers 2050 pour respecter les objectifs de neutralité carbone. C'est vraiment ça le défi. Et pour y arriver, on a identifié, donc en concertation avec vous tous, au début on était parti sur 9 scénarios, puis 8, puis maintenant c'est 6. 6 scénarios possibles avec un dosage plus ou moins important de renouvelables d'une part et de nucléaire d'autre part. Donc parmi ces 6 scénarios, on trouve un scénario avec 100% renouvelable et puis à l'autre extrémité, un scénario avec 50% de nucléaire. Et puis ensuite, entre les deux, des mix un peu plus diversifiés. Et bon, maintenant, en ce qui concerne l'éolien en mer, Mathieu le disait, on est entre 22 gigawatts et 62 gigawatts, ce qui veut dire dans tous les cas une accélération très importante
du développement de l'éolien en mer en France. Alors c'est intéressant, Brice, tu revenais sur le passé tout à l'heure, 2005, 2009. Bon, je me souviens avoir participé à une table ronde en 2008 dans le cadre de l'OFAT. Alors à l'époque, je ne m'occupais pas du tout d'éolien en mer, mais je passais dans un couloir un jour, je m'occupais du développement du réseau, on m'a dit allez à ce colloque de l'OFAT pour parler de l'éolien en mer. Je dis bon. Et à ce moment-là, j'étais avec un collègue allemand, Tim Meyer-Jürgens, et on évoquait voilà, les perspectives de développement de l'éolien en mer. À ce moment-là, il y avait 0 gigawatt en France et en Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est 7,5 gigawatts, je crois, donc soit notre objectif à 2030 finalement, si on raisonne bien. Donc l'Allemagne est allée beaucoup plus vite. Alors pourquoi est-ce que l'Allemagne est allée beaucoup plus vite ? Parce qu'elle a planifié. Elle a planifié de manière ferme et claire. Et c'est ce que nous, on essaye de faire. Enfin, côté RTE, on essaye d'aider à donner de l'éclairage sur le futur possible avec ces scénarios pour aider l'État à planifier l'évolution de l'éolien en mer. C'est un point de vue spatial et volume. Donc, on va y revenir dessus par la suite. Je reviens au BP50 après ce détour par le passé. Donc, on a nos 6 scénarios. Le 25 octobre, on va publier le rapport. Donc là, on aura non seulement les 6 scénarios, mais aussi l'impact de ces 6 scénarios sur l'évolution du réseau. L'impact économique, donc combien ces scénarios vont coûter pour la collectivité. L'impact environnemental, l'impact sociétal. Il y a aussi quelques considérations technologiques. Voilà, donc c'est un ensemble d'éléments qui seront fournis et on espère que ça va contribuer à alimenter le débat public en France sur la planification de l'énergie et notamment de l'éolien en mer. Merci Grou. Et d'ailleurs, je crois que dans le rapport, il y a même une vision 2060, puisqu'effectivement, dans ce scénario, ce socle un peu, on continue d'augmenter la capacité de l'éolien en mer. Alors, je ne sais plus si c'est 70 ou 72, mais en tout cas, le potentiel maximum, alors il est connu côté ADEME, notamment côté France Énergie Éolienne et les acteurs de la filière, mais c'est-à-dire que la croissance de l'offshore, elle est censée se poursuivre au-delà de la neutralité carbone, avec un certain nombre de repowering aussi pour les premiers parcs, un repowering qui permettra certainement de mieux dimensionner aussi le potentiel plus proche des côtes, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 15-20 km pour les premiers parcs. Alors, Grou, tu mentionnais les retours sur expérience. Je pense qu'on a des retours sur expérience intéressants, enfin, sur les premiers parcs éoliens en mer. WPD est concerné sur 2 de ces projets normands. Ce sont des parcs qui, ça y est, sont entrés en phase de construction. On a le parc de Saint-Nazaire qui est le plus avancé aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a ces premiers retours sur expérience. Par rapport aux débats publics qui ont suivi l'attribution de ces premiers projets, qu'est-ce qu'on a un peu retenu alors ce n'était pas une planification, mais de cette concertation qui suivait une logique projet par projet. Qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui et finalement qu'est-ce qui va vraiment changer et ce qui va changer par la suite. On en parlera sur le changement d'échelle, mais sur les REX aujourd'hui qu'on obtient par rapport à toutes les parties prenantes des concertations. Alors, sur le retour sur expérience, on peut toujours revenir à 2005, à l'origine, se dire qu'est-ce qu'a lancé l'éolien en mer en France ? C'est un appel à projet, pas un appel d'offres, un appel à projet dans lequel il y avait 11 projets de Dunkerque à la Méditerranée. Un projet retenu, Velette-sur-Mer, qui a débroussaillé, on va dire, le développement de l'éolien en mer, qui a obtenu un permis de construire. Obtenir un permis de construire en mer, aujourd'hui, ça paraît aberrant. Mais ce projet, il a eu le mérite, finalement, de permettre à l'administration, aux porteurs de projets, d'avancer sur les questions réglementaires, d'avancer sur les questions de cohabitation. Il y avait déjà à l'époque des sujets avec la pêche. Il a permis aussi de mettre en place un tarif de rachat éolien en mer, puisque à l'époque, à l'issue de cet appel à projet, un tarif de rachat de 13 centimes le kilowattheure a été mis en place. Et c'est ce qui a finalement enclenché le développement Greenfield par des développeurs historiques français qui travaillaient sur le terrestre et qui se sont dit, tiens, il y a une opportunité de faire de l'éolien en mer, qui ont lancé le développement d'un certain nombre de projets. Et des projets partout sur le littoral,
dont certains sont allés jusqu'à la demande de concession. Et en 2009, l'État a décidé de geler ce développement éolien en mer que certains qualifient un peu d'anarchique. Moi, je n'ai pas envie de dire ça parce que chaque porteur de projet a développé son projet de manière exemplaire, comme on développe un projet terrestre finalement avec les acteurs du territoire, avec les élus, avec les acteurs concernés, les pêcheurs évidemment, les associations. Ces projets ont été développés tous de manière exemplaire historiquement. Finalement, l'État a décidé de geler ce développement et le ministère a lancé une recherche de zones. Et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que les zones préférentielles qui sont ressorties sont des zones comme Flamanville, Saint-Malo, Lacanau et quelques autres, Courseulles, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc. Puis il y avait des zones à risque comme Fécamp. Et pourtant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement, cette planification qui a été faite à la va-vite, à l'époque, on n'a pas pris le temps de faire les choses en 6 mois. On a cherché ces zones. On n'a pas pris le temps de concerter avec les acteurs et au final, ce qui est sorti de cette planification, c'est quelque chose de totalement différent. Les projets qui aujourd'hui sont en cours de développement, donc les 7 projets en cours, on a poursuivi, donc l'État a décidé finalement d'affiner les concertations sur certaines zones. On a sélectionné les 7 projets qu'on connaît aujourd'hui. Ces projets se déroulent pour la plupart avec les porteurs de projets historiques qui ont remporté ces appels d'offres. Donc je dirais qu'il y avait tout un historique de concertation qui a pu se maintenir. Sur les appels d'offres suivants, l'évolution a été de passer la concertation en amont via des débats publics. Et une question qui se pose est finalement de savoir de quoi on débat. Et la question que le public a beaucoup posée finalement, c'est vous nous dites de débattre sur des zones, mais finalement tout est décidé. Le projet va se faire, il est inscrit dans la PPE. Et on se perd finalement les acteurs du territoire, je pense, se perdent sur la question de l'opportunité que les gens veulent discuter, alors que finalement, l'opportunité est censée être établie par la PPE. Et aujourd'hui, le besoin de planifier, le besoin de faire une planification de l'éolien en mer, finalement, c'est de discuter de l'opportunité de ces 50 gigawatts. Est-ce que ça sera 50 gigawatts? Est-ce que ça sera 20 gigawatts? Est-ce que ça sera 60 gigawatts? Il faut discuter de l'opportunité, mais expliquer l'opportunité, non pas projet par projet, mais l'opportunité de la place de l'éolien en mer dans le mix électrique. Parce que la question qui n'est pas posée régulièrement, c'est si on ne fait pas ces parcs éoliens en mer, qu'est-ce qu'on fait à la place? Et lorsqu'on parle d'un projet localement, cette question n'est pas abordée. L'intérêt de la planification, de mon point de vue, c'est de discuter de la place de l'éolien en mer dans le mix électrique avec l'ensemble des acteurs, assumer notre place dans l'espace maritime. Si on développe massivement l'éolien en mer, il faudra faire une place à l'éolien en mer, discuter avec les autres filières, comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce que c'est la cohabitation sur un parc. Il y a une réponse, on peut adapter les lignes d'éoliennes, on peut orienter les machines d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est la cohabitation lorsque vous avez 10 parcs sur une façade maritime? Peut-être que les enjeux sont différents. Je parle de la cohabitation avec les autres usages, mais il faut aussi réfléchir aux effets cumulés. Et donc la planification, elle doit permettre d'ouvrir tous ces sujets à l'échelle globale. Et déjà se poser la question de l'opportunité, valider l'opportunité à l'échelle globale, qu'elle ne soit plus ensuite discutée projet par projet, mais bien au global. Et ensuite qu'on réfléchisse façade par façade à la manière dont on pourra développer ces projets. Aujourd'hui, le coup par coup, il faut en sortir, c'est ce qui pose problème. On se retrouve actuellement avec des parcs en construction, des parcs qui vont être en développement, les parcs des AO 4 à 8. Et en parallèle, on va vouloir planifier long terme. Il va falloir réconcilier finalement tous ces sujets d'échange avec les acteurs environnementaux, avec les autres acteurs du maritime, et réussir à avoir un dialogue long terme tout en préservant la bonne cohabitation sur les projets en cours. Et ça, c'est un véritable enjeu pour la filière, d'assumer notre place long terme, mais en préservant les projets qui doivent se dérouler le mieux possible en ce moment. Effectivement, Brice, tu disais que la logique projet par projet a fait long feu. Je pense que c'est évidemment ce avec quoi RTE
est en phase, puisque les raccordements, alors je ne sais plus si c'est en peigne ou en râteau, aussi ont aussi posé un certain nombre de questions et de difficultés, et en termes d'optimisation des atterrages également, parce que alors, quand on est en Normandie, il y a des complexités évidemment, mais en Méditerranée par exemple, quand on regarde certaines zones, c'est autrement plus compliqué, surtout quand on arrive dans des zones rocheuses. Quel est le retour sur expérience aujourd'hui de ces premiers raccordements, et finalement quelles sont les leçons qu'on a retenues pour la suite et pour engager une vraie planification? Ouais, merci Mathieu. Effectivement, le coup par coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les raccordements? Le coup par coup, ça veut dire des raccordements individuels. Et alors on appelle ça effectivement râteau ou même spaghetti. Moi j'aime bien les raccordements spaghetti. C'est assez parlant. Voilà, un parc, un raccordement au coup par coup. C'était logique à l'époque où le producteur payait son raccordement. C'est le modèle qui a été développé pendant longtemps aussi au côté UK. Mais on voit bien les limites. Et d'ailleurs, côté UK, aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir sur une modification de leur système de façon à rationaliser le développement de l'éolien en mer. Donc c'est effectivement ça la problématique. On arrive d'une part à une saturation assez rapide des atterrages. On le voit même en Normandie, en Normandie, entre les falaises et les valeuses, on a bien du mal à trouver suffisamment d'atterrages pour un développement un peu ambitieux de l'éolien en mer. Donc Bretagne, Méditerranée, c'est évidemment encore pire. On a aussi des limites économiques. Ça coûte cher d'avoir ces développements au coup par coup. On ne peut pas rationaliser finalement économiquement ces développements. Et ça a un impact environnemental, évidemment. Donc nous, on a tirer les premières expériences finalement de ces développements dans le schéma de développement du réseau qu'on a publié en 2019, le SDDR. Dans ce document, on disait qu'il y avait finalement 3 leviers possibles pour le développement du réseau en mer en France. Le premier, c'est la mutualisation des parcs, donc un raccordement, plusieurs parcs. Et donc là, je suis un peu plus optimiste que toi, Brice, parce qu'on y va quand même doucement, là, avec la deuxième vague de projets. En Normandie, on va avoir une mutualisation partielle. En Bretagne, il y a des mutualisations qui sont prévues pour le premier parc flottant et son extension. Idem en Méditerranée. Donc, on progresse quand même là-dessus. Le deuxième élément, c'est économique, c'est la standardisation des équipements, notamment les plateformes offshore. Et ça, c'est important pour donner de la visibilité à l'industrie, à la filière, donc pour l'emploi en France, c'est important. C'est important aussi pour les consommateurs. Plus on standardise, plus on peut réduire les coûts. Donc là aussi, avec des projets qui se ressemblent, maintenant 2 fois 1250 MW en Normandie, ou encore des tranches de 250 puis 750 en Bretagne ou en Méditerranée, on peut commencer à standardiser les équipements, donc avec réduction de la facture à la clé. Et le troisième élément, c'était l'optimisation de la puissance cible des zones par rapport au palier finalement rendu possible par les câbles. On ne peut pas, le développement, enfin l'augmentation des capacités des raccordements, c'est par palier. La capacité d'un câble, c'est selon la zone, entre 250 et 300 MW en gros en France. Donc ça fait des paliers. Et si on dit on veut 1 gigawatt de parc éolien en mer quelque part, c'est pas optimal pour le raccordement. Donc ça, c'est une lutte continue. Là, on a encore un peu de progrès à faire, mais on avance. On avance. Donc voilà, ces 3 pistes sont aujourd'hui en cours de mise en œuvre. C'est effectivement une lutte et une co-construction avec la filière, puisque effectivement, il faut qu'on aligne les objectifs de déploiement de capacité avec l'anticipation développement du réseau par façade, puisque effectivement, dans les années à venir, c'est là qu'on n'aura pas encore le renouvellement du réseau ni son déploiement en mer, et donc il faudra jouer sur une certaine flexibilité par rapport à ça. Effectivement, on parlait des paliers. Je pense que le changement d'échelle, c'est un thème extrêmement important. Nos collègues européens nous ont bien inspirés, puisque tu mentionnais le cas du Royaume-Uni. Effectivement, avec des parcs comme Annecy, plus de 3 gigawatts, donc là avec des très grosses tranches, effectivement.
avec un modèle quand même différent en France où on s'est inspiré de nos amis danois sur la compétence du gestionnaire de réseau dans le raccordement, la compétence exclusive du gestionnaire de réseau pour quand même un meilleur déploiement et une meilleure planification de ce réseau. Au UK, c'est vrai que le réseau peut quand même faire partie de l'appel d'offres aussi dans le raccordement, ce qui peut présenter des avantages, mais ce qui pose aussi des limites du point de vue de l'optimisation du réseau. Donc le changement d'échelle, je pense qu'on y arrive aussi. En France, Xavier Piechazic tout à l'heure parlait d'une quarantaine de parcs équivalent 500 MW pour le déploiement. 500 MW, alors effectivement, ce sont les premiers. Donc les parcs, plutôt les 6 premiers parcs, des 2 premiers appels d'offres. Dunkerque, on est sur une optimisation, mais ponctuelle, puisque effectivement, on est quand même très contraint du point de vue de la zone. En Normandie, pour l'éolien en mer posé, ça y est, on arrive à un changement d'échelle. Enfin, on parle de 1 gigawatt. Alors, est-ce que c'est 900? Est-ce que c'est un peu plus de 1? Est-ce que c'est 1,2? Pour l'AO8, on parle de 1,5 en ciblé. Pour le flottant, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, puisqu'on commence plus petit, de la même manière qu'on l'a fait sur le posé il y a quelques années. Ce changement d'échelle, finalement, comment on l'appréhende aujourd'hui niveau profession? Donc le changement d'échelle, finalement, c'est Gros évoqué tout à l'heure l'Allemagne, c'est faire ce qui s'est passé en Allemagne. Finalement, si on regarde, l'Allemagne a lancé son éolien en mer en 2001, le premier parc a été mis en service en 2012. Donc 11 années pour sortir le premier parc éolien en mer allemand. On peut se dire finalement qu'en France, on a commencé plus tard, mais qu'on ne met pas beaucoup plus de temps. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en 2009, l'Allemagne a fait cette planification que Gros évoquait tout à l'heure. Et depuis, l'Allemagne a mis en service 27 parcs additionnels. 27 parcs en 10 ans. Et le changement d'échelle, finalement, que nous, on vise côté profession, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, si on vise 50 gigawatts, compte tenu de ce qui est attribué aujourd'hui, on peut estimer qu'in fine, il reste à attribuer une cinquantaine de projets. Une cinquantaine de projets à attribuer sur 25 ans, 2 projets par an. Finalement, c'est ce que l'Allemagne a fait sur cette dernière décennie. Cette cinquantaine de projets à attribuer, ça représente quand même 5 à 20 projets par façade maritime. Et c'est ça dont on parle. Alors, toutes les façades n'auront pas le même nombre de projets en raison de leurs conditions, des enjeux techniques, des enjeux de cohabitation. Mais on parle de 5 à 20 projets par façade. Et c'est là où ça nécessite, nous, côté profession, déjà de travailler avec RTE, forcément, mais aussi d'appréhender les enjeux de manière différente. Comme je l'évoquais précédemment, il faut préserver les parcs des appels d'offres précédents. Donc, on imagine aujourd'hui des zones tampons entre les parcs historiques et les futurs parcs, mais on ne pourra pas imaginer de zones tampons entre les futurs projets. Il faut accepter d'optimiser le gisement technique. Et donc ça veut dire finalement essayer de limiter notre emprise sur l'espace maritime. À terme, ces 50 gigawatts représenteraient 3% de l'espace maritime, mais il faut malgré tout chercher à limiter cette emprise pour des sujets de cohabitation d'une part, pour des sujets environnementaux d'autre part. Les effets cumulés sont des nouvelles problématiques qui vont arriver sur lesquelles on va devoir travailler. Travailler sur une étude d'impact d'un parc, ce n'est pas la même chose qu'imaginer l'impact sur l'environnement de 10 parcs sur une façade. La profession va devoir prendre en compte tous ces nouveaux sujets, travailler sur ces sujets-là. Le changement d'échelle, il n'est pas seulement de demander à l'État des gigawatts, il est aussi de notre responsabilité d'anticiper les sujets qui vont arriver. On le fait avec RTE sur les problématiques de raccordement mutualisé, ces raccordements qui débutent, mais il faut également qu'on travaille sur les aspects environnementaux, sur les aspects de cohabitation, réfléchir à de nouveaux types de cohabitation, à de nouvelles manières de développer l'éolien en mer, et on ne peut plus le faire comme on le faisait historiquement. Donc pour moi, côté profession, notre défi, il est là aussi. Il y a également un défi technique. Le changement d'échelle, c'est aussi les évolutions technologiques. Les 50 gigawatts, ils ne seront possibles qu'avec des machines plus puissantes, des nouvelles technologies de support,
le posé, le flottant, ouvrir des nouveaux sites de gisement. On a aussi un travail à faire avec l'État pour ouvrir des zones qui aujourd'hui nous sont fermées. Il y a une partie du gisement qui est inaccessible pour des raisons de zone défense, zone radar. Peut-être que la profession aussi arrivera à trouver des solutions sur ces problématiques-là, sur les problématiques de proximité aux rails de navigation. On a tout un panel de sujets qui vont devoir être retravaillés, réouverts, dans un contexte justement de planification plus important et non plus du projet par projet. Merci Brice. Effectivement, demain, on aura le directeur des affaires maritimes pour Thierry Coquille, qu'on pourra challenger sur ce sujet particulièrement vrai en Normandie. Le changement d'échelle, effectivement, c'est ce vers quoi s'oriente RTE avec des plus grosses tranches d'appels d'offres et de projets. Finalement, quels sont les besoins de visibilité de RTE sur ces tranches? Là, on s'y oriente avec quelques projets malgré tout. On est sur quelques projets, 2 projets éventuellement en même temps. Comment faire pour s'orienter vers une anticipation à plus long terme? Évidemment, on n'aura sans doute jamais une planification 2050 d'un coup, mais si je regarde la maille du SDDR, c'est 10 ans, effectivement. Et 10 ans, ça permet quand même, c'est la durée de construction d'une ligne très haute tension à terre, par exemple. Donc, on sait que l'impact de développement éolien en mer sera mesuré sur le réseau terrestre, qui lui-même peut subir parfois des congestions. Je pense à l'axe Paris-Normandie, par exemple, ou à des changements aussi dans les flux d'électricité avec nos voisins européens. Je pense à l'Espagne. Si on réfléchit au projet d'Oléron, voilà, il y a un certain nombre de questions. Quels sont les besoins de visibilité de RTE par rapport à l'État à plus long terme? Effectivement, le changement d'échelle des projets, c'est un changement d'échelle finalement qui est triple pour RTE. C'est un changement d'échelle à opérer pour respecter évidemment les objectifs de neutralité carbone et de respect de la biodiversité aussi, parce que c'est très impactant quand on parle de changement d'échelle. Donc ce changement d'échelle est triple. Il faut un changement d'échelle dans la planification, pas le même type de planification que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il faut un changement d'échelle dans l'évaluation environnementale pour l'objectif biodiversité. Et il faut un changement d'échelle technique, en fait, pour nous, côté RTE. Donc ça, c'est 3 défis très importants. Donc le premier, changement d'échelle dans la planification, voire au-delà de 10 ans. 10 ans, ce n'est pas suffisant, c'est juste le temps de construction d'un projet. Donc là, on ne peut pas planifier. Donc il faut au moins une visibilité sur 20 ans, finalement, si on veut vraiment planifier. Vous allez le voir avec le rapport qu'on va sortir le 25 octobre. Donc je refais une page de pub. L'évolution du mix énergétique aura des impacts sur le réseau, très clairement. Jusqu'à présent, pour l'éolien en mer, on a vraiment mangé notre pain blanc. On a pu éviter les renforcements du réseau terrestre. Ça ne sera pas pareil avec l'accélération qu'on verra dans les années à venir. On observe déjà des congestions. Il y a nos fameux axes de fragilité dont on parle dans le SDDR. Manche, Normandie, Paris, façade atlantique. Voilà, il y a ces 2 principaux axes de fragilité finalement par rapport à la problématique éolien en mer. À horizon 2050, il y en a d'autres qui apparaissent. Alors, donc nous, on a besoin effectivement de visibilité sur le volume, c'est la PPE nous le donne, et sur la localisation. Donc l'État nous parle d'une PPE avec une visibilité par façade. Donc ça, ce serait un progrès extrêmement notable. Mais il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut vraiment une visibilité plus localisée de façon à nous permettre à développer le réseau terrestre nécessaire. Deuxième changement d'échelle, donc sur l'évaluation environnementale. Une fois qu'on dit, si on dit planification long terme, on commence à parler plan-programme en réalité. Alors je sais que c'est un peu un gros mot, mais c'est ça. Et du coup, il faut une évaluation environnementale associée, stratégique. On a de la chance, l'État nous vient d'annoncer 50 millions d'euros pour les études et la recherche en matière de biodiversité marine. Ça va nous aider. Une centralisation de ces études-là, une uniformisation des protocoles. Pourquoi pas, si on rêve un peu, il faut rêver un peu, quelque part une agence nationale qui pourrait prendre au moins standardiser les protocoles et au mieux peut-être le faire pour le compte de tout le monde avec des cotisations
des développeurs ou du GRT pour que ces études soient menées de façon cohérente, comme c'est le cas par exemple aux Pays-Bas. Ça donne quand même des résultats intéressants. Donc troisièmement, changement d'échelle pour nous dans les technologies. On voit qu'on commence là à développer des raccordements en courant continu, c'est nouveau. En Allemagne, ils le font depuis longtemps, mais c'est nouveau. Donc on commence par des raccordements de 1,2 gigawatt, 320 kV en Normandie pour les deux parcs de 1 et 1,5 gigawatt, avec une petite astuce partiellement, une mutualisation partielle. Mais à l'avenir, on pense qu'il y aura des raccordements, enfin on propose des raccordements de 2 gigawatts, palier de 2 gigawatts, c'est le standard européen en cours de développement actuellement. Et ça peut permettre de contribuer à accélérer le développement de l'éolien en mer et associé à la planification et à une industrialisation des études environnementales. Ça devrait pouvoir, ça prendra un peu de temps au début, mais devrait pouvoir ensuite contribuer à lancer les projets. Avec des travaux conjoints, notamment avec les autres collègues gestionnaires de réseau. Je pense à Tenet, qui est actif à la fois aux Pays-Bas et en Allemagne. Là-dessus, les évolutions technologiques, on va parler, hein, l'évolution de la puissance unitaire des turbines, l'évolution des câbles, des fondations également. Peut-être 2 mots juste sur la partie OEM notamment. C'est un grand sujet. Hein, c'est un sujet qui peut être sensible vis-à-vis des territoires, puisque souvent c'est une promesse des développeurs hein, d'avoir une partie d'ETP qui soit localisée directement sur les côtes. On n'est pas encore à s'éloigner fortement des côtes, mais quand même, la zone dite de Barfleur pour la O4 à O8, c'est 32 km des côtes. Il est possible, en tout cas au Parlement, certains ont beaucoup d'idées pour nous emmener très très loin, à 50 km. Ce n'est pas quelque chose qui est inconnu en Europe, puisqu'on a des distances à plusieurs dizaines de kilomètres, notamment dans les mers du Nord. Comment on perçoit ça sur l'évolution, même si on est un peu aux limites de l'exercice de planification ici? L'ONM, ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais c'est évident que l'éloignement des côtes fait que les concepts évoluent, et de toute manière, comme tu l'évoquais, sont des concepts qui existent déjà à l'étranger, donc finalement qui sont connus, mais sur le sujet de l'évolution technologique, peut-être de manière plus générale. De mon point de vue, l'évolution technologique, aujourd'hui, c'est ce qui a permis d'aujourd'hui imaginer 50 gigawatts installés à l'horizon 2050. Les évolutions technologiques, je me souviens de groupes de travail où je vois beaucoup de personnes dans la salle qui étaient présentes à l'époque, on se disait peut-être qu'on atteindra 100 € du mégawattheure à l'horizon 2030. Et finalement, on s'est rendu compte en 10 ans, grâce à l'évolution technologique, aux évolutions technologiques, qu'on a divisé par 3 le coût de l'éolien en mer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État nous écoute sérieusement lorsqu'on lui parle de gigawatts d'éolien en mer. Et il y a quelques années encore, ce n'était pas le cas. On devait faire nos preuves. Les évolutions technologiques, elles permettent d'ouvrir le gisement. Et donc, c'est aussi ça qui permet d'envisager de tels objectifs, parce que lorsqu'on a initié les projets il y a une quinzaine d'années, on se disait que l'éolien en mer, au-delà de 30 mètres, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on installe des monopieux à 70 mètres, on installe du flottant à 200 mètres. Donc, ces évolutions technologiques, elles permettent d'ouvrir le gisement. Et elles doivent rester un atout. Elles doivent pas... certains vont tenter de l'utiliser contre nous. On a vu ça entre le terrestre et l'éolien en mer il y a quelques années. Lorsque les développeurs qui travaillaient sur les 2 filières arrivaient avec un parc terrestre, on leur disait non, mais maintenant vous savez les mettre en mer, on ne veut plus de parc terrestre. Il ne faudrait pas que le fait de savoir implanter des éoliennes plus au large conduise certains à nous dire on n'en veut plus à 20 km des côtes. Les 50 gigawatts, c'est avec de l'éolien en mer posé, avec de l'éolien en mer flottant, et c'est le seul moyen d'aboutir à ce chiffre. Et la filière doit rester unie là-dessus et continuer d'utiliser les évolutions technologiques, finalement, au bénéfice de cet objectif global, et qu'on ne se divise pas. Ça, c'est un message que je voulais passer. Nos rapports prospectifs, alors on travaille sur des fourchettes, mais on est en gros à 1/3 de posé et 2/3 de flottant sur ces 50 gigawatts. Parfois, c'est avec un peu plus de posé, mais c'est un peu ça
la manière dont on atteint ces 50 gigawatts, on ne le fera ni sans l'un ni sans l'autre. Et le sujet qui arrive pour la filière flottante, c'est de converger au plus vite, grâce aux évolutions technologiques, vers le coût du posé, parce que sans le flottant, comme je le disais, on n'y arrivera pas non plus. Donc pour moi, les évolutions technologiques, voilà, elles doivent rester au service de la filière et tous ces challenges que tu évoques, les challenges d'ONM, les challenges d'installation qui vont arriver sur le flottant, on saura relever ces défis. Les industriels travaillent déjà là-dessus. Il faut être confiant. On voit comme ça évoluer. Mais par contre, il faut conserver l'idée que l'éolien en mer, peu importe le support, qu'il soit en béton, planté dans le sol, qui flotte, c'est de l'éolien en mer. Et c'est ça notre filière. Effectivement, ça renvoie à un certain nombre de débats technologiques. On parle même de fondations, de sous-stations flottantes, peut-être un jour, même si les premières seront posées sur le sol. On a parlé d'environnement tout à l'heure, c'est un sujet extrêmement important. Peut-être l'environnement au sens large, à savoir l'environnement, les milieux marins, les connaissances du milieu marin, mais aussi les acteurs qui s'y trouvent déjà, les acteurs historiques et le multi-usage. Donc nos deux thèmes favoris qui animent beaucoup les médias aussi et font l'actualité presque chaque semaine. Là-dessus, Groot, tu l'as indiqué tout à l'heure, on a un projet environnemental qui a été annoncé par le Premier ministre à la fin du mois d'août à Saint-Nazaire, doté d'un budget de 50 millions d'euros, à la fois pour les connaissances, mais aussi pour les ressources halieutiques. Chez RTE, ça a été un sujet extrêmement important, comme chez les développeurs, évidemment. Mais comme on oublie souvent le raccordement dans l'ensemble du projet, c'est important de le rappeler. Comment finalement RTE a appréhendé ce déploiement maritime qui était jusqu'à présent limité aux interconnexions finalement avec certains pays. Je crois qu'il y a une direction maritime qui a été aussi créée chez RTE. Comment vous coordonnez tout ça et finalement comment vous voyez un petit peu la synchronisation avec la partie État qui s'occupe du projet? Au Danemark, par exemple, on a effectivement l'agence danoise de l'énergie qui échange beaucoup avec Energinet DK, donc l'équivalent de RTE, qui s'occupe de l'ensemble des études environnementales pour le projet et pour la partie raccordement. Comment vous voyez les choses côté français? Alors, excellente question. La DGEC n'est pas là, on peut y aller. On peut parler librement. Ouais. Alors les études environnementales, effectivement l'avantage pour RTE c'est d'être en charge du raccordement pour l'ensemble des projets français et du coup on peut avoir quand même déjà une vision synthétique et globale des choses. Et de fait on a actuellement 13 projets de R&D environnemental en cours avec France Énergie Marine, mais pas seulement, aussi avec quelques homologues européens. Et on participe au sein d'une initiative qui s'appelle le Renewable Grid Initiative, qui réunit des gestionnaires de réseaux de transport européens et des ONG environnementales. On collecte ensemble les bonnes pratiques en matière de développement du réseau de façon générale, onshore et offshore, et de réalisation d'études. Voilà. Donc c'est les deux et ça nous aide beaucoup. Aussi finalement les méthodes de mise en œuvre, sachant que le manque de connaissances environnementales, c'est l'un des premiers sujets qui sont évoqués dans chacun des débats publics qui ont été conduits sur les façades ces derniers mois et auxquels vous avez certainement participé aussi. Donc cet enjeu-là est très important. Donc comment améliorer finalement encore la réalisation des études environnementales? Actuellement, on réalise les études de dérisquage technique d'ailleurs aussi et environnemental conjointement avec l'État en amont des différents appels d'offres. On pourra en tirer le retour d'expérience quand on aura terminé les premières études, je pense, mais ce n'est pas quelque chose qui est très simple aujourd'hui. Tout le monde le sait, je pense qu'on peut parler franchement, la DGEC n'a pas énormément de moyens pour le faire, RTE un peu plus. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais on arrive malgré tout à le faire. Et sur le volet environnemental, avec des cahiers des charges qui commencent à tenir maintenant la route, je pense. Après, Mathieu, tu mentionnes qu'il y a d'autres modèles. Effectivement, il y a le modèle danois, où c'est le gestionnaire de réseau qui réalise l'ensemble des études environnementales et techniques pour le compte de l'État.
en amont des appels d'offres. Il y a un autre modèle qui est le modèle néerlandais, où il y a une agence de l'État qui pilote l'ensemble des études pour le parc, le gestionnaire de réseau se chargeant de celles sur l'environnement. Alors quel est le meilleur modèle ? C'est pas facile à dire, hein. En tout cas, si RTE devait réaliser l'ensemble des études, il nous faudrait un changement législatif, parce que c'est pas dans nos missions aujourd'hui, donc c'est peut-être pas pour demain. Ce qui est important, c'est que l'État se donne finalement les moyens pour le faire, suffisamment de ressources humaines, et se dote de suffisamment d'expertise pour que tout ça soit fait de manière un peu rationnelle et de façon à améliorer finalement nos projets. Merci Roux. Sur la partie environnementale, souvent on voit dans les médias qu'il y a un certain nombre de données qui sont un peu passées sous silence, effectivement, et très simplifiées. FNE, donc France Nature Environnement, rappelle régulièrement que l'éolien en mer est le premier contributeur à l'acquisition de connaissances scientifiques en mer. Et paradoxalement, c'est le dernier entrant. Donc, bon, il y a peut-être des questions à se poser aussi au niveau des impacts cumulés et de, on va dire, de la part que l'éolien supporte dans l'acquisition de connaissances. Brice, tu mentionnais Fécamp tout à l'heure comme une zone dite à risque, on dirait plutôt à enjeu. Effectivement, comment finalement on appréhende ce changement d'échelle et l'acquisition de connaissances préalables sur un programme offshore qui sera bien plus conséquent à l'avenir, puisqu'on parle quand même des 50 gigawatts d'un doublement de la fourchette d'1 gigawatt par an. Oui, un certain nombre de points ont déjà été évoqués avec l'enveloppe de 50 millions d'euros qui devrait permettre de mener des campagnes environnementales par façade et non plus réfléchir localisé, projet par projet. Côté profession, il y a aujourd'hui 115 parcs éoliens en mer qui existent et je trouve qu'on a du mal à valoriser tout le retour d'expérience de ces parcs-là. Ces parcs ont été autorisés au point de vue environnemental, ils ont démontré leur faisabilité, ils font l'objet de nombreux suivis par les agences que Grou citait, et on a du mal à valoriser toute cette connaissance européenne. On nous dit régulièrement dans les débats publics que l'Europe, c'est pas la France, et là-dessus, il y a également toutes les études d'impact qui ont été réalisées par les porteurs des projets des premiers appels d'offres. Aujourd'hui, on n'a pas une base de données commune, finalement, de la connaissance de l'éolien en mer. Chacun dit, moi j'ai fait une étude de 5000 pages sur toutes les espèces à Courseulles-sur-Mer, à Saint-Brieuc, à Fécamp, au Tréport, etc. Mais on n'a pas réconcilié toute cette connaissance et finalement, c'est peut-être un travail qu'il faudrait que nous, on mène côté filière, parce que l'État a la globalité de ces études, mais finalement ne capitalise pas là-dessus. Donc peut-être qu'on a notre rôle à jouer là-dessus. Et ensuite, tu l'évoquais, pour le changement d'échelle, il faudra réfléchir à de nouveaux effets, les effets cumulés de ces parcs. Et donc, il faut que les programmes soient menés par façade. Et pour ça, il faut qu'il y ait des directives claires. Et là où je rejoins parfaitement Gros, c'est l'importance aussi que les protocoles soient uniformisés en fonction des façades. Et il y a un premier travail à faire au niveau national pour s'accorder sur la manière dont on évalue les effets sur l'environnement du programme éolien en mer sur une façade, mais également la manière dont on va cohabiter avec les autres usagers, comment l'éolien en mer va trouver sa place. Il faut travailler ça au niveau national avec l'ensemble des autres acteurs du maritime, les acteurs environnementaux, et ensuite qu'il y ait un travail détaillé qui soit mené sur les façades pour s'adapter aux spécificités régionales, mais sur la base d'un cadre commun. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera in fine à avoir une planification qui fonctionne. Un des enjeux, c'est de réaliser ça avant 2025, puisque malheureusement, on a une PPE qui est en cours, des projets qui sont en cours. Beaucoup d'acteurs ici présents participent aux appels d'offres en cours, mais après ces appels d'offres, il s'agira de lancer de nouveaux projets. Aujourd'hui, ils ne sont pas identifiés
Donc il faut lancer dès maintenant ce travail de planification pour ne pas revivre ce qu'on a vécu entre l'appel d'offres 2 et Dunkerque, c'est-à-dire 5 années où il ne se passe rien sur l'éolien en mer en France. Et ça, c'est un enjeu pour l'ensemble de la filière, puisque les énergéticiens subissent l'absence d'appel d'offres, et puis ensuite, aujourd'hui on le voit, les industriels qui réalisent les premiers projets vont se retrouver avec un trou d'air, et c'est la filière industrielle naissante qui est également impactée. Donc c'est important d'envisager cette planification à l'horizon 2025 et que dès 2025, on puisse réattribuer de nouveaux projets. Ce que effectivement les collègues européens et industriels appellent la vallée de la mort, hein, puisque effectivement, quand il y a 4 années comme ça de creux, c'est un creux qui peut se répercuter dans les usines, pour le coup françaises. On le rappelait tout à l'heure, avec le tiers des capacités de production européennes en France. On peut mentionner aussi les initiatives en sus de France Énergie Marine, celle du pôle mer Méditerranée, avec un certain nombre de programmes environnementaux sur fonds ADEME, et aussi le projet RESCOR de France Énergie Marine qui vise à construire une base de données et à intégrer un certain nombre de données environnementales disponibles côté français. Et donc côté France Énergie Éolienne, on cofinance ce projet qui devrait, je crois, être livré en 2022 ou 2023. On arrive à l'issue de cette table ronde et on a balayé l'ensemble des thèmes, donc je vous en remercie. On va passer maintenant à la partie questions. Il nous reste 5-10 minutes. Donc je regarde la régie pour le micro qui va circuler. Et je propose à la salle de vous passer la parole. Si jamais vous avez des questions sur des sujets en particulier, n'hésitez pas. C'est souvent la première qui est difficile. Allez, monsieur à ma droite. Si vous pouviez, s'il vous plaît, vous présenter et présenter votre structure. Oui, bonjour, Marc Thoron, Ecosphère. Alors, je suis le premier, je me lance en fait. Nous, on travaille plutôt... Si, il faut coller le micro sur votre bouche. Ah, d'accord, il faut que je garde le masque, c'est ça. Oui, pardon, Marc Thoron, Ecosphère. Donc, nous, on a un bureau d'études spécialisé sur les problématiques biodiversité. La question que je voulais poser porte sur la planification. Il y a un peu deux façons de l'envisager. Soit vous avez des zones d'exclusion, c'est ce qui a été fait par exemple avec qu'on appelle ça les schémas régionaux en domaine terrestre, soit au contraire, vous essayez de définir des zones prioritaires pour l'aménagement. Est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau parmi les acteurs présents? Sur les zones d'exclusion par rapport à des espèces ou Non, c'est les deux façons de faire de la planification. Non, je parle en général. Hein. En général. Les deux façons de faire de la planification, soit on définit les zones d'exclusion, soit on définit les zones prioritaires pour l'aménagement. C'est un peu les deux démarches qui existent en Europe à différents endroits. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Alors, la démarche cartographique qu'on a eue, c'est de partir, c'est de effectivement définir des zones d'exclusion. Donc typiquement, on a visé d'exclure la proximité du littoral de 0 à 10 km. On a décidé d'exclure des projets au-delà de 200 mètres de fond. Et on a exclu toutes les zones réglementaires. Donc les zones de défense, les couloirs de navigation maritime, et c'est tout. On a ensuite considéré, donc on s'est retrouvé avec un gisement assez considérable, et finalement ce gisement, on a cherché par façade à voir ce qui nous semblait être une bonne appréciation de son exploitation en termes de cohabitation, en fonction des enjeux environnementaux, des enjeux avec les autres usages. Mais finalement, on a commencé, comme vous l'indiquez, à procéder par exclusion, ce qui nous a donné un gisement de 250 gigawatts à peu près. Et ensuite, le groupe de travail qui était représentatif d'acteurs qui travaillent sur l'ensemble des façades maritimes, et au regard de la connaissance de chacun de ces acteurs, on a évalué un gisement sur chacune des façades en évaluant les enjeux de cohabitation et les enjeux environnementaux. Donc voilà un peu la méthode qui a été appliquée pour atterrir sur ce 50 gigawatts. Et en complément, effectivement, sur les projets identifiés dans le cadre de la PPE jusqu'à 2024, on a travaillé sur des zones qu'on a jugées prioritaires dans le cadre des appels d'offres qui allaient se succéder. En lien avec RTE, puisqu'effectivement,
dans le cadre des débats publics, on a formulé des suggestions de périmètre d'appel d'offres pour ceux qui avaient été identifiés dans le cadre de la PPE. Et pour la suite, effectivement, on voudrait, entre guillemets, densifier ce qui est plus proche de la côte et s'éloigner progressivement en tenant compte aussi de l'impact des futurs parcs voilà, entre les parcs, avec logique de buffer minimal. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Puis après, on ira déjeuner parce que je suis persuadé que vous pensez à ça depuis tout à l'heure. Oui, bonjour, Gilles Vache pour Falk. Je suis là un peu par curiosité, ne travaillant pas dans l'offshore, donc c'est peut-être une question à côté, mais j'ai l'impression qu'on travaille beaucoup en franco-français. Et là, vous citez à plusieurs reprises pour le raccordement en courant continu, pour les études qui sont faites de suivi de parcs qui sont installés depuis plus de 10 ans maintenant en Allemagne, au Danemark. Dans quelle mesure ne peut-on pas mieux encore bénéficier de ce retour d'expérience sur des points de vue techniques, sur des points de vue de structuration de filière, sur des points de vue d'études d'impact et de suivi ensuite, une fois que c'est posé, pour répondre plus facilement et mieux aux objections qui peuvent être formulées, qu'on entend, et les soucis qui sont ceux de la filière actuellement. Alors sur les retours sur expérience, le partage de retours sur expérience au niveau européen, moi j'ai juste un commentaire. Effectivement, il y a beaucoup d'expertise dans ces études de levée des risques et les études d'impact. Et je pense qu'il y a un grand nombre de connaissances qui nous est venu des pays pionniers de l'éolien en mer et un partage aussi au niveau de l'oil and gas, du point de vue de la technique et du transfert de connaissances. Après, je ne sais pas, peut-être côté RTE puis côté WPD par rapport à l'expérience allemande aussi, peut-être. Je peux compléter côté RTE. On a la chance d'avoir une association européenne de gestionnaires de réseaux de transport, ENSOE. Et au sein de cette association, il y a un groupe de travail spécialisé dans l'offshore. On se réunit tous les mois et on partage l'expérience de chacun. Donc là, on trouve des Danois, les Britanniques, les Allemands, enfin ceux qui sont les plus avancés. Et on apprend beaucoup d'eux. Ensuite, je parlais tout à l'heure de l'initiative Renewable Grid Initiative, où on se réunit, pareil, entre gestionnaires de réseau et ONG environnementales. Donc là, c'est l'occasion aussi de partager les bonnes pratiques sur l'éolien en mer. Une troisième initiative qu'on a côté RTE, c'est nous, on pilote un groupe de directeurs de projets de parcs éoliens en mer, enfin de raccordement de parcs éoliens en mer, où on partage de la même manière les bonnes pratiques et les études. Donc tout ça nous fait un socle de connaissances très utile qu'on déploie directement sur nos projets en France. Et on a des coopérations plus ciblées, par exemple sur les spécifications techniques des raccordements avec TenneT et avec Amprion, qui travaillent sur le même type de projet que nous. On cherche à développer un standard commun. Dernière chose, on participe avec 7 autres GRT dans une initiative qui s'appelle Eurobar, donc c'est un peu jeu de bar européen. Et là, l'objectif, c'est de définir le standard nécessaire pour avoir des réseaux interopérables. Donc là, pas seulement des raccordements directs ou mutualisés, mais aussi des réseaux maillés entre eux, voilà, qui permettent de faire un vrai réseau en mer comme on l'a à terre. Voilà. Et pour finir, je rajoute que beaucoup d'instituts aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique publient finalement le résultat de leur REX. Et un très bon exemple, c'est le REX belge. Il y a des études sur 10 ans, des études environnementales avec un REX sur 10 ans qui a été publié l'année dernière. Voilà, donc ça, je vous encourage à le lire, c'est très très riche. Qui a été repris par l'Ifremer d'ailleurs et qui en a fait une certaine publicité. Et par rapport au maillage du réseau, je pense au concept un peu futuriste des îles énergétiques dans les mers du Nord dont on entend parler régulièrement. Un mot peut-être sur le... Non, juste dire que finalement, ce que Gros explique pour RTE, je pense que la très grande majorité des développeurs exploitants de la filière développent aujourd'hui partout en Europe finalement, et ce partage d'expérience au sein des structures, c'est également le cas
au sein de nos structures. Et donc, effectivement, on peut capitaliser aussi de côté développeurs-exploitants sur l'expérience de nos collègues européens et certains même qui parfois sont intégrés directement dans le développement des projets français. Donc voilà, côté développeurs-exploitants aussi, il y a le partage d'expérience est très riche. Ouais, je peux peut-être même rajouter que on coopère aussi à l'échelle européenne entre GRT et développeurs et ONG. C'est le cas par exemple dans le cadre de l'Offshore Coalition pour la mer du Nord qui a été mise en place l'année dernière et qui sera mise en place pour la façade méditerranéenne courant 2021, début 2022. Donc ça va être très intéressant aussi à mettre en avant. Avec des ambitions espagnoles notamment et italiennes pour ce qui concerne nos voisins directs. Voilà, on arrive à une dernière question et après on va déjeuner. Bonjour à tous. Pierre RWE. Non, juste une contribution et une question. Je pense qu'il est évident qu'il faut changer d'échelle et tous ceux qui travaillent dans la filière voient que voilà, les choses mettent du temps à se mettre en place et que malgré tout, en fait, elles avancent fortement à l'échelle européenne. Et je pense qu'on est qu'au tout début en fait, d'une capacité massive annuelle qui va être installée, puisqu'il y a un certain nombre de rapports qui indiquent des capacités installées à 1000 gigawatts en 2050 dans le monde, avec des rythmes d'installation de 45 gigawatts annuels. Ce rythme-là va passer à une trentaine de gigawatts dès 2030. Donc il est évident que la France doit prendre le pas sur l'installation de l'offshore. Et je pense qu'on n'a juste pas le choix en fait. Parce que la pression climatique, elle est toujours plus importante. Il y a une quinzaine d'années, on parlait déjà du changement climatique. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment acquis par très large majorité de la population. Et tous les spécialistes disent qu'il faudra de l'électricité. Donc on répond à cet enjeu-là. Et l'électricité pas chère. Et je pense que les résultats de Dunkerque ont montré qu'on pouvait faire de l'électricité pas chère. Donc voilà, évidemment, il va falloir qu'on s'engage. La France, c'est le premier espace maritime en Europe, si on enlève le Royaume-Uni. Et en Europe, on doit installer 300 gigawatts en 2050. Donc il est évident, encore une fois, que la France doit avoir une part significative par rapport à tout ça. Moi, ma question est plutôt pour toi, Gros. Sur les scénarios qui sont présentés, je m'interroge, je rebondissais par rapport à ce que tu disais, Brice, sur le fait qu'il faut garder pas mal d'humilité sur les avancées technologiques et les prix, les coûts de l'énergie, notamment sur l'offshore avec le flottant qui va se développer. Je me demandais de quelle manière l'impact économique, puisque je crois que ça fait partie du rapport, est évalué sur une capacité installée à 2050, avec toute une incertitude qui existe sur les prix de l'énergie, les prix de production de l'énergie en tant que telle, mais aussi les prix du marché à terme. On voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les renouvelables jouent leur rôle de bouclier, puisque tous les producteurs qui sont ici au salon versent actuellement tous les mois un montant non significatif pour l'État, pour compenser les prix de l'énergie qui sont très chers sur le marché. L'évaluation économique à 2050, évidemment, ce n'est pas un exercice facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que RTE ne le fait pas tout seul. On l'a fait en concertation avec vous. Et on le fait sous l'égide d'un comité scientifique qui nous challenge tout le temps sur nos méthodes. Donc je ne vais pas je ne vais pas détailler aujourd'hui les méthodes qu'on met en œuvre. C'est dans le rapport. C'est le 25 octobre. Donc tu vas pouvoir le prendre à ton chevet et approfondir les questions. Voilà. Je te réponds simplement méthode. C'est par la concertation et c'est par la rigueur scientifique et finalement le regard d'un tiers sur les méthodes qu'on met en œuvre qu'on s'assure de la robustesse de nos évaluations. Oui, avec un certain nombre d'ouvrages prospectifs, l'Agence internationale de l'énergie et d'autres, sur un regard concernant l'évolution des LCOE, notamment aussi pour l'éolien en mer flottant, même si c'est plus incertain. Eh bien, on arrive à l'issue de cet atelier. Merci beaucoup de votre participation, de votre écoute. Et rendez-vous le 25 octobre pour le fameux rapport RTE. 400 pages, c'est votre prochain livre. 500. 500, encore mieux. Et la contribution de France Énergie Éolienne et de la profession, première quinzaine de novembre, à une date qu'on vous communiquera très bientôt.
Merci beaucoup. Très bon colloque.